Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit ce matin. Je vais aborder les choses différemment. Vous connaissez déjà les caractéristiques des réseaux de niveau 1 et 2. Elles vous ont été rappelées plusieurs fois. Je souhaite juste donner la mesure de ce que pourraient être les perspectives du suivi des forêts du point de vue du PIC Forêt. Ma présentation sera très courte. Pour commencer, je voudrais mettre en lumière le schéma peu raisonnable qui est à l'œuvre. Dans les années 80, quand a été créé tout le dispositif de suivi tel que nous le connaissons, nous étions très soucieux des grands investissements qui étaient nécessaires pour bâtir un dispositif qui ne pouvait pas produire de résultats significatifs à ce stade. Car on sait d'avance qu'on ne peut pas évaluer de réaction des forêts à quoi que ce soit sur la base de quelques observations. Cela demande du temps. Malheureusement, ce temps qui nous est nécessaire a aussi conduit à une baisse d'intérêt notable, en particulier de l'intérêt des acteurs politiques vis-à-vis de notre travail. Nous sommes ainsi dans une situation paradoxale où notre dispositif produit des résultats inédits grâce aux 20 à 30 ans déjà acquis et grâce à la croissance quasi exponentielle de la valeur qu'apporte chaque nouvelle année d'observation pour un coût moindre qu'au départ, mais où l'intérêt politique, notamment celui des agences environnementales, des partenaires et de l'Union européenne, est probablement le plus bas depuis 30 ans. Donc, en termes de financement, nous sommes dans une situation où nous avons investi beaucoup, mais où, au moment où cela porte ses fruits, ceux-ci ne sont même pas considérés. Je pense que c'est très dommageable, car cela nous empêche aussi de valoriser pleinement le potentiel que nous avons acquis. Mais alors, devons-nous attendre une prochaine crise environnementale pour attirer de nouveau l'attention sur la valeur de suivi des forêts ? Je ne sais pas. Peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, je préfère ne pas rester inactif. C'est pourquoi, plutôt que de revenir sur la construction du PIC Forêt, je préfère suggérer des mots-clés pour son avenir au cours de ce 21e siècle. Et je suis heureux de constater que beaucoup de ces sujets, de ces mots-clés, ont déjà été évoqués par d'autres orateurs aujourd'hui. Je voudrais juste en considérer quelques-uns de plus près. Le premier, c'est que nous avons besoin d'objectifs clairs, de choisir soigneusement des priorités et de nous y tenir. Si nous voulons communiquer des messages clairs, il faut savoir exactement où nous voulons aller et quelles cibles nous visons dans l'avenir proche. Ensuite, nous devons réussir à communiquer et à être entendus bien plus largement qu'aujourd'hui. Jusqu'ici, au sein du PIC Forêt, nous nous sommes concentrés sur l'édition de rapports techniques. Ces rapports ont été utiles pour les pays qui participent au programme. Mais sans doute n'ont-ils pas été aussi efficaces pour capter l'attention de nos financeurs. Je pense que nous avons là une marge de progrès. Et nous y travaillons en ce moment même au sein du PIC Forêt pour publier prochainement des communications plus ciblées. Nous avons besoin d'infrastructures et d'organisation. Nos données doivent être prêtes à l'emploi et il est utile pour cela de disposer d'un ensemble de données avec une qualité étayée. En effet, donner la possibilité d'apprécier la qualité de nos données est important, mais ça ne suffit pas. Nos données doivent aussi être plus accessibles, même si elles sont déjà accessibles, et même si elles le sont sûrement davantage que d'autres jeux de données supposément libres. De fait, la politique de mise à disposition des données du PIC Forêt est plutôt ouverte, et cela ne demande pas un grand effort de les obtenir.
Nous avons besoin d'une participation active de notre communauté de travail. Cette participation peut avoir des hauts et des bas. Elle en a eu depuis 30 ans. Et nous devons être conscients de la valeur intrinsèque de nos sites et de notre infrastructure. Donc, même si, pour une raison ou une autre, vous devez réduire ou interrompre vos mesures, maintenez tous les sites, car ils ont un historique. En Suisse, nous avons des sites de suivi de croissance installés depuis la fin du XIXe siècle. Sans doute n'ont-ils pas été conçus dans la perspective de crise environnementale à venir. Mais maintenant, nous disposons d'un historique complet de la gestion sur ces sites. Et en même temps, avec les progrès des modèles, nous pouvons estimer sur ces sites l'évolution passée et future de différentes variables de l'environnement forestier. Et vous pouvez imaginer quelle valeur cela peut avoir. De longues séries comprenant à la fois des données sur la gestion et sur l'environnement. C'est un jeu de données très puissant pour faire émerger de nouveaux résultats. Donc, qu'ils soient de niveau 1 ou 2, maintenez vos sites autant que vous le pouvez, même avec un effort de suivi réduit. Tôt ou tard, ils seront utiles pour détecter des tendances ou pour étudier la réponse des écosystèmes à leur environnement et aux pratiques de gestion. Nous avons aussi besoin d'innovation technique. Vous voyez, je me suis construit avec le Peak Forêt. J'y ai commencé ma carrière, le Peak Forêt a été ma première expérience. Et cette expérience a été la plus décisive dans la suite de mon parcours. Et je dois dire que j'y ai appris comment on pouvait faire des erreurs. À l'époque, presque tout ce que nous faisions était bancal. Nous étions critiqués de toutes parts. Guy Landman, par exemple, critiquait le dispositif. Moi aussi. Mais pour une raison simple. Nous étions en train d'inventer quelque chose. À l'époque, nous devions encore inventer l'observation à long terme, car il n'existait rien de semblable ailleurs. Alors nous avons fait beaucoup d'erreurs, mais nous avons beaucoup appris. Et je pense que nous devons continuer à apprendre et à adapter notre dispositif à de nouveaux besoins. C'est bien que nous estimions chaque année sur le terrain le déficit foliaire des arbres. Mais pourquoi ne pas essayer des techniques plus modernes? Le scanner laser terrestre ou aéroporté, la télédétection, beaucoup de nouveaux outils pourraient être employés par notre communauté. Pourquoi pas? Venons-en à la coopération et aux relations que nous établissons. Un autre point important. De mon point de vue de président du Peak Forêt, nous devons entretenir des liens avec les pays, mais aussi avec l'Union européenne, l'Europe et même plus largement avec le monde. D'importants programmes se sont développés en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, en Afrique. Il importe de connecter ce système et d'imaginer une sorte de fédération mondiale des programmes de suivi des forêts. Nous devons aussi nous connecter sur le plan scientifique avec d'autres réseaux européens. Je suis sidéré par le fait que les inventaires forestiers nationaux et les réseaux de suivi des forêts n'aient pas trouvé le moyen d'associer leurs résultats ni leurs données. C'est un enjeu de taille que je me sens la responsabilité d'encourager. Et puis, il y a les approches de modélisation. Dans un univers avec d'un côté les observations rétrospectives, le suivi des forêts, et d'un autre l'utilisation de modèles pour se projeter dans le futur, je pense que nous avons intérêt à mieux intégrer ces deux types d'approches pour donner aux réseaux de suivi et aux inventaires les bons outils pour aller plus loin. Enfin, toujours sur le plan de la science, il est intéressant de constater que des réseaux qui couvrent une diversité d'écosystèmes et une durée bien plus faible publient des résultats plus remarquables à un plus haut niveau. Je pense que c'est aussi parce que nous n'avons pas été assez efficaces pour valoriser nos données sous forme d'articles scientifiques. Et nous devons le devenir.
Pour conclure, j'espère avoir apporté des éléments utiles, mais en tout cas, il me semble très important d'essayer de regarder plus loin devant nous. Merci pour votre attention.